Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alissa Miles, auteure passionnée par l'histoire. Je vous propose donc des podcasts sur l'histoire du bassin méditerranéen sur la période antique, avec notamment l'histoire du peuple amazigh. Passionnée par l'histoire, je vous propose ces podcasts pour écouter, vous évader et apprendre. Je vous propose donc d'écouter l'histoire de Yugurta et d'Anya, en commençant par le premier chapitre, les racines de la colère. Nous sommes en 140 avant Jésus-Christ, quelque part dans le bassin méditerranéen. Anya se dirigeait vers le fleuve. Il faisait nuit. La lune brillait au-dessus de son village et elle en sortit dans le plus grand des silences. Elle ne recherchait pas de compagnie ce soir et n'avait averti personne, même pas ses sœurs, encore moins ses amis. Depuis que la rumeur de sa prochaine nomination courait, il lui semblait que les filles de sa tribu étaient plus distantes, comme si elle lui en voulait un peu. Être la plus belle de tous les hameaux alentours allait certainement précipiter le choix des anciens en sa faveur. Ah, si elle savait. Cette beauté, elle la portait comme un fardeau, depuis son plus jeune âge. Et c'était encore pire depuis qu'elle avait grandi. Ses atouts insolents faisaient d'elle une jeune femme convoitée par presque tous les hommes de son village. Malgré le caractère affirmé dont elle faisait preuve, cette inclinaison augmentait à mesure que les années passaient et que sa féminité s'épanouissait. Ce soir, bien que l'heure soit tardive lorsqu'elle arrivait près du cours d'eau, l'air était toujours chaud, la terre sèche sous ses pieds nus. Du fleuve, d'habitude si fougueux, il ne restait pas grand-chose. Et bientôt, à ce train-là, le village subirait une pénurie d'eau. Si d'ici une semaine il n'avait pas plu, les anciens allaient devoir se prononcer. Il faudra qu'elle soit à la hauteur. Sa mission, elle la connaissait. Mener la procession rituelle pour demander au dieu Anzar de faire venir la pluie afin de nourrir les bêtes et les hommes. Dans les croyances de son peuple, de sa prestation dépendrait le bon vouloir de la divinité. Elle entra dans le fleuve, vêtue de sa robe pâle, et à mesure que l'eau caressait ses membres, elle sentit son ventre se nouer. Une fois allongée dans ce qui restait d'eau, elle se détendit et retrouva l'insouciance habituelle de ses 15 ans. Elle profitait de ce bain nocturne, songeant au bonheur qui l'attendait dans sa vie future aux côtés de Yogurten, qu'elle avait rencontré quelques mois auparavant à Sirte. Rien ne les prédestinait à ce rendez-vous du destin. Ils s'étaient croisés par hasard lorsque, peu avant les célébrations de printemps, elle avait accompagné Dahlia, sa mère, couturière au palais des rois. À la demande de Mastanabal, père de Yogurta et roi de Numidie, elle avait confectionné un manteau de pourpre qu'elle venait livrer avec sa fille. Le souverain le lui avait commandé, car il souhaitait le porter pour la cérémonie qu'il dirigerait aux côtés de son frère aîné, Messibsen, avec qui il partageait le trône. La rencontre du printemps était une célébration importante dans la tradition numide. Peuple d'agriculteurs pour la plupart, ils étaient très proches de la nature et adoraient des divinités représentant les forces sacrées qui perpétuaient invariablement le cycle de la vie. Cette fête rituelle symbolisait la fin de l'hiver, souvent rude dans les hameaux les plus reculés, et l'avènement d'une période nouvelle,
promesse de bonheur et d'abondance. Le froid, les ténèbres et la stérilité de la terre laissaient place au printemps et à la jeunesse. Tout devenait possible. C'était certain, le raffinement du manteau ferait sensation auprès du peuple qui acclamerait son roi à cette occasion. Les habitants de Numidie lui seraient reconnaissants de porter haut la grandeur de leur nation et de perpétuer l'œuvre qu'avait initiée son père, Mackensen, pour unifier le territoire et engager des réformes. Cela faisait maintenant 2 générations que la paix régnait d'ouest en est. L'agriculture s'était développée et le progrès avec. Les productions suffisaient largement à nourrir tout le peuple, mais aussi à fournir des matières premières aux puissances voisines, dont la République romaine. Depuis la mort de son frère Gulusen, 5 ans auparavant, le roi Mastanabal gouvernait la Numidie avec son frère aîné, Messipsen. Leur père, avant de rendre son souffle, avait partagé les prérogatives royales entre ses 3 fils. Messipsen reçut l'administration du royaume, Gulusen l'armée et Mastanabal, le plus jeune, la justice. Ils étaient alliés de Rome, à qui ils fournissaient régulièrement une assistance militaire, composée d'archers, de cavaliers et d'éléphants de guerre. Même si les liens étaient forts depuis plusieurs siècles entre Rome et la Numidie, ils pouvaient, au gré des intérêts parfois divergents, se rompre. Cette alliance était précaire. Coopérer, procurer des soldats, demander de l'aide à son tour, combattre un ennemi commun et, dans certains cas, trahir. C'était un jeu diplomatique constant pour assurer la survie du royaume face à une armée romaine connue pour sa puissance et les guerres menées dans tout le bassin méditerranéen. Mastanabal et son frère le savaient. Un jour, Rome essayerait d'annexer la Numidie pour en faire une province. Ce n'était qu'une question de temps. Comme elle l'avait fait au siècle précédent en Corse, en Sicile et à Carthage, comme elle le faisait actuellement en Ibérie ou en Macédoine. Tôt ou tard, les Romains chercheraient à tirer profit des richesses du royaume numide. Ainsi, le moment venu, ils espéraient que leur descendance ferait face. Mais en attendant, il valait mieux rester l'allié de Rome, tout en marquant sa souveraineté. C'était par conséquent, pour faire un pied de nez à la République romaine, que Mastanabal voulait porter son manteau de pourpre, habituellement réservé aux empereurs. Pour ce roi numide, exhiber cette riche parure, réservée aux plus puissants, était une façon de souligner son rang et de signifier aux Romains qu'il entendait traiter d'égal à égal avec eux. C'était donc dans cette perspective de célébration de printemps, auquel le souverain participait, qu'Ania et sa mère Dalia s'étaient rendues au palais. La face orangée de l'édifice, construit en opus africanum, arborait une entrée en bois massif, ornée de mosaïques colorées. Une fois la lourde porte ouverte par les gardes, elles furent conduites vers une petite allée latérale qui leur permettait d'atteindre la salle d'apparat où elles devaient remettre le vêtement. Anya savait qu'elle devait suivre sa mère, mais elle ne voulait rien perdre de ce qu'elle percevait à travers la végétation qui les entourait. Le vert profond des feuillages contrastait avec le bleu du ciel et la couleur chaude des murs du palais. Elle ne put s'empêcher d'admirer l'allée principale, imposante et bordée par des fleurs subtilement colorées,
toutes plus belles les unes que les autres. Elles donnaient toute l'impression de chercher à se démarquer, rivalisant de beauté, de nuances et de parfums. Un peu plus loin, les arbres fruitiers arboraient de longues pousses d'un vert scintillant, sous lesquelles on découvrait, dans quelques mois, des dattes sucrées, des figues parfumées ou des abricots fondants et juteux. Au milieu de cette végétation luxuriante, un cours d'eau brillante s'écoulait tranquillement entre les plantations, faisant teinter ses gouttes sur les roches de granit colorées, disposées ici et là. Anya n'avait jamais vu une nature si généreuse en un seul lieu. Tous ses sens étaient en éveil. Enivrée par ce qu'elle percevait, elle restait ébahie devant tant de beauté et de parfums mêlés. En contrebas, le bruit de l'eau qui ruisselait lui faisait l'effet d'une douce musique envoûtante. Elle aurait voulu continuer à déambuler dans les allées du jardin, pendant que Dahlia porterait sa réalisation à l'entourage du roi. Mais celle-ci lui intima fermement de la suivre. On ne pouvait pas faire attendre un souverain. Une fois entrée dans le palais, Anya prit conscience que la richesse des parterres extérieurs n'était qu'un aperçu des ornements qui composaient l'intérieur du palais. Sa mère pressait le pas, tandis qu'Anya prenait son temps, voulant en mémoriser les moindres détails. Elle foulait doucement le sol recouvert de dalles de travertin rosé pour en ressentir toutes les aspérités. Ses pieds nus s'attardaient sur les reliefs comme pour en retenir chaque sillon. La fraîcheur du sol contrastait avec l'émoi qu'elle éprouvait en passant devant des fresques en stuc, relatant les prouesses des guerriers numides qu'on lui avait tant de fois contées. Un peu plus loin, elle aperçut des colonnes se dresser là où du marbre blanc de Carrare remplaçait bientôt les pavés de l'entrée. Elle se rapprochait de la salle du trône. Anya ne savait pas exactement pourquoi, mais son cœur se mit à battre de plus en plus vite. Sa mère lui fit signe de bifurquer légèrement à gauche. Elle ne devait pas pénétrer dans la salle, mais continuer dans les couloirs de service pour se rendre dans une pièce adjacente afin de livrer le manteau aux servantes du palais. Malgré la direction donnée par sa mère, Anya, comme le papillon attiré par la lumière, comme mue par une puissance invisible, continua sur sa lancée. En quelques pas à peine, elle se retrouva au seuil d'une des entrées latérales de la salle du trône, où siégeait Mastanabal en grande conversation avec ses deux fils. C'est là qu'il lui apparut. De haute stature, avec ses épaules larges et sa musculature développée, malgré qu'il n'ait pas encore atteint la vingtaine, il dégageait une impression de force paisible et déterminée. Son visage était déjà celui d'un homme, mais ses traits fins lui donnaient une grâce juvénile. Doré par le soleil, des boucles couleur châtain entouraient sa tête et des dents d'une blancheur immaculée ornaient sa bouche. Il était l'opposé de son frère, Gauden, qui se tenait près de lui. Autant le premier avait une belle prestance, semblait intelligent et vigoureux, autant le second était chétif, d'allure grossière et semblait peu dégourdi. Anya plissa les yeux. Elle ne savait pas si c'était la lumière extérieure qui se reflétait sur le giallo antico jaune qui agrémentait les murs, ou la beauté de Yugurthen qui l'éblouissait, mais elle resta statique alors que les trois hommes se retournaient vers elle.
Malgré la distance due à la grandeur de la salle, elle sentit le regard perçant de Yugurthun se poser sur elle et la dévisager. Elle ressentit une gêne inconnue jusque-là et recula d'un pas. Elle, qui avait toujours été sûre de sa grâce, ne se trouvait pas à son avantage en ces lieux. Encore moins maintenant qu'elle se tenait là sous les yeux du plus charmant garçon qu'il lui eût été donné de rencontrer. Le matin même, en enfilant une robe de couleur pâle et en décidant de ceinturer sa taille d'un cordon tressé bleu roi, offert par sa grand-mère paternelle, elle s'était trouvée jolie. Les œillades discrètes mais suffisamment appuyées des hommes qu'elle avait croisés sur la route l'avaient renforcée dans cette impression. Bien que flattée, elle avait pris l'habitude de rester impassible face aux marques d'intérêt que lui adressaient ses congénères masculins. Depuis toujours, elle se sentait destinée à autre chose qu'une union avec un simple membre de sa tribu. La voix de sa mère la fit sortir de ses pensées. À grand renfort de gestes et de cris chuchotés, celle-ci s'évertuait à la faire revenir vers elle. Mais les gardes de Mastanabal étaient déjà à sa hauteur, et l'un d'eux la saisit violemment par le bras, d'un air menaçant. Elle soutint son regard, malgré la peur qu'elle ressentait. Yugurthen intervient immédiatement, et de sa voix assurée ordonna à la sentinelle de la relâcher. Celui-ci, bien que surpris, obtempéra sur le champ. « Qui es-tu et que fais-tu ici, jeune fille ?» lui demanda Yugurthen calmement. « J'accompagne ma mère Dahlia. Nous apportons le manteau de pourpre que notre souverain attend pour les célébrations de printemps, » répondit-elle sans se laisser impressionner. Yugurthen la dévisagea longtemps de son regard pénétrant. Il avait vu de belles femmes au cours de sa courte existence. En tant que fils du roi, apprécié par le peuple, par sa bravoure et connu pour ses qualités de guerrier, il n'avait que l'embarras du choix. Dans les familles de haut rang qu'il côtoyait, certaines jeunes filles le convoitaient sans s'en cacher. Quelques-unes ne l'avaient pas laissé indifférent, mais jamais au point de susciter chez lui le désir de s'engager. Il ne connaissait que trop bien leur motivation. Dans son milieu, les unions étaient rarement faites d'amour. Les pères offraient leurs filles en mariage pour étendre leurs possessions, sceller un accord de paix ou une alliance qui assurait qu'un peuple voisin reste un peuple ami. Les hommes prenaient donc épouse au gré d'intérêts stratégiques. Pour le reste, ils avaient des concubines. Yugurthen était d'ailleurs bien placé pour le savoir. Il était lui-même le fruit des amours de son père Mastanabal et d'une esclave étrangère devenue concubine. Pour cette raison, il était destiné à ne jamais pouvoir régner sur la Numidie, contrairement à son frère Goden, qui lui était un fils légitime. Cependant, doté d'une solide éducation, de traits de caractère appréciés du peuple et d'atouts physiques prisés par les femmes, il se savait être un bon parti. La jeune fille qui lui faisait face aujourd'hui était décidément d'une beauté à couper le souffle. Le regard de défi qu'elle lui adressait ne faisait qu'attiser son intérêt. Elle ne semblait pas se rendre compte que son attitude rebelle était tout sauf respectueuse du rang qui était celui de Yugurthen. À vrai dire, elle paraissait même ignorer qui il était, et c'était sans doute mieux ainsi. Pour une fois, il y aurait de la difficulté. « Qui est-ce » demanda au loin Mastanabal entre deux quintes de toux. La voix du souverain le tira de sa rêverie. « La fille d'une de tes couturières, mon père. Elle est venue te porter le manteau que tu attendais, » lui répondit Yugurthen, tentant de reprendre ses esprits. « Ah, enfin, eh bien, qu'elle entre, qu'elle entre. Où est donc mon vêtement, jeune fille ?» Anya posa les yeux sur Mastanabal.
Le souverain lui apparut alors tel qu'il était, un homme d'un âge mature, sans être vieux, au regard clair, délavé et bienveillant. Il avait dû être grand et fort dans sa jeunesse. Aujourd'hui, bien que se tenant là, sur son trône, il semblait affaibli. Messner, ma mère est à côté dans la salle d'apparat. Elle y a déposé votre manteau. Qu'on aille me le chercher immédiatement, dit-il en s'adressant à ses servantes. Jugurthen planta de nouveau ses yeux dans ceux d'Anya. À cette seconde, la jeune fille, si sûre d'elle habituellement, se sentit intimidée. C'était donc le fils du roi qui se tenait là, devant elle. Contre toute attente, elle soutint tout de même son regard, et l'instant d'après, s'avança sans plus d'égard pour lui, lorsque le roi lui demanda de venir à sa rencontre. Au milieu de la salle du trône, la mère d'Anya s'avançait sans lever les yeux vers le souverain et s'apprêtait à délivrer enfin la pièce pour laquelle elle avait travaillé tant d'heures. La jeune fille, en arrière-plan, observait silencieuse le ballet des esclaves au service du roi. Des servantes aux aguets essayaient de deviner et d'anticiper chacun de ses besoins. Elles accouraient de toutes parts, sans qu'on puisse savoir où elles étaient la seconde d'avant. Comme les abeilles d'une ruche, elles connaissaient toutes leur rôle. L'une se hâta d'apporter un miroir, une autre de soutenir le roi qui se levait, une troisième se dépêcha de l'aider à revêtir son manteau. Anya se laissait porter par cet enchaînement d'entrées et sorties permanentes, digne d'une chorégraphie. Tout était si bien orchestré que cela lui semblait presque irréel. La dévotion des domestiques, pour pallier les moindres faiblesses de Mastanabal, n'empêchait pas Anya de constater avec compassion que le roi était bien plus souffrant que ce qu'elle avait perçu jusque-là. Elle s'approcha instinctivement pour apporter son aide aux servantes qui s'affairaient. Le roi fut le premier surpris de cette initiative, mais recouvrit paternellement la main de la jeune fille en la remerciant du regard. Les servantes, effrayées à l'idée de se voir reprocher leur inefficacité, demandèrent à Anya de bien vouloir les laisser faire. La jeune fille, gênée, recula donc et contempla la scène en restant en retrait. Les yeux perdus dans le vague, elle prit soudain conscience que Jugurthen l'observait depuis de longues minutes. Lorsque leurs regards se croisèrent, il s'avança vers elle. Penchant légèrement son visage au-dessus du sien, il lui chuchota. « Tu es décidément très surprenante, jeune fille. Je perçois en toi tellement de bonté et de sollicitude envers mon père, alors qu'il y a quelques minutes, tu paraissais si pleine d'audace et me considérais avec aplomb. Aurais-tu, par un heureux hasard, les mêmes talents de couturière que ta mère ?» Anya hésita un instant, ne sachant où il voulait en venir. « Oui, plus ou moins. Je l'observe depuis que je suis petite. » « Bien. Si je te commande un manteau, aurais-je la chance de te revoir ?» Anya fut troublée. Son cœur se mit à s'emballer. Des milliers de papillons virevoltaient dans son ventre. Avait-elle bien entendu ? Ma mère m'en voudra certainement d'être entrée ici sans que l'on m'y invite. Aussi, si vous me demandez un vêtement, j'ai bien peur que ce ne soit ma mère qui vienne vous le porter. Mais seule. Alors, que dois-je faire pour te revoir ? J'aime les fleurs de votre jardin. Elles sont toutes d'une beauté sans pareille, mais la plus belle est entourée de ronces. Elle a émerveillé mes yeux et son parfum a conquis mon cœur. À la sortie de Cirta, en allant vers la montagne, se trouve mon village. Cette fleur ferait le bonheur de mes matins.
si elle ornait notre cour? Bien. Et qu'aurais-je en échange si je te fais porter cette fleur? Rien, si vous la faites porter, si ce n'est ma reconnaissance. Une force inconnue la poussait à l'impertinence. Mais vous honorerez de nouveau vos yeux, si c'est vous qui me les portez, osa-t-elle. Il faut donc passer outre les ronces pour pouvoir cueillir cette fleur, n'est-ce pas? La plus belle des fleurs se mérite? Je pense pouvoir combattre des ronces, aussi épineuses soient-elles. La victoire n'en sera que plus savoureuse. Anya rougit un peu, mais maintient son regard. Jouant le tout pour le tout, elle reprit confiance et ajouta: si vous venez à mon village, mon père et tous les hommes de la tribu seront présents. Et vous savez ce à quoi cela vous engagerait. Le rire du roi les interrompit. C'est magnifique. Rome n'a qu'à bien se tenir. Le souverain était conquis. Le manteau cousu par Dahlia lui conférait une allure plus noble encore que sa lignée royale ne le faisait jusqu'alors. Mastanabalh complimenta sa couturière et ordonna qu'on lui paye son dû. Qu'on lui donne 100 sesterces et une tête de bétail, dit-il en désignant Dahlia. Il fit signe afin qu'on vienne lui enlever son vêtement. Les servantes invisibles jusque-là accoururent de nouveau et s'exécutèrent. Le ballet reprit. Le roi, satisfait, adressa un regard appuyé vers Yugurthen et Anya. Après une nouvelle quinte de tout, il se retira de la salle du trône, aidé par ses domestiques. Gauden, qui avait assisté aux échanges entre les deux jeunes gens, restait statique, attendant que Yugurthen le rallie pour quitter la pièce. Je me ferai un plaisir de faire leur connaissance, glissa Yugurthen à l'oreille d'Anya avec malice, avant de s'éloigner pour rejoindre son frère. Le calme était revenu. Prise d'un vertige, la jeune fille battit des cils plusieurs fois. Plus de servantes ni de souverains. Évanouie. Seuls les gardes étaient là, à leur poste, imperturbables. Avait-elle tout imaginé? Il lui semblait que la pièce tournait autour d'elle pendant quelques secondes, avant de remarquer le visage fermé de sa mère, qui l'observait. Elle reprit ses esprits. Dahlia se dirigea vers sa fille et, une fois à sa hauteur, glissa son bras sous le sien pour l'inciter à sortir de la salle au plus vite. Elle n'avait rien suivi de la discussion entre Anya et Yugurthen, mais s'apprêtait à réprimander sa fille pour ne pas l'avoir suivie. La prochaine fois, ne t'aventure pas toute seule dans ce dédale. Tu as eu de la chance de ne pas avoir déclenché la colère du roi en entrant comme ça dans la salle du trône. Tu aurais pu nous faire renvoyer, ou pire, enfermer. Oui, Yemma, je suis désolée, répondit simplement Anya. Dahlia regarda sa fille, l'air interrogateur. Que se passe-t-il? Comment ça? Je te sermonne et tu me réponds oui, sans contester, sans argumenter comme tu en as l'habitude. Es-tu malade? La jeune fille fit non de la tête et sourit, serrant le bras de sa mère contre le sien en avançant. Dahlia, surprise de l'attitude de sa fille, en oublia même sa colère et lui emboîta le pas pour récupérer leurs biens. À la porte du palais, où les attendait Axel, un cousin d'Anya, elles échangèrent un regard complice puis montèrent sur l'attelage qui se dirigeait vers la sortie de la ville. Des images plein la tête, quelques sesterces dans la poche et une vache docile pour seule compagnie. Tu t'amouraches des filles du peuple, toi, maintenant? Interrogea Gauden d'un ton sarcastique. Elles sont peut-être moins intéressées que celles que nous fréquentons et qui n'en veulent qu'à notre rang, répliqua Yugurthen sans desserrer les mâchoires. Pas intéressée. C'est toi qui le dis. Pourquoi crois-tu qu'elle soit entrée dans la salle du trône? Par curiosité naïve,
C'est toi qui es naïf, mon frère. Non, je l'ai perçu dans son regard, de l'audace, de la bonté, mais pas de malice. Elle n'a pas compris tout de suite où elle se trouvait, ni qui j'étais. La voix de Yugurten était empreinte d'une tendresse inhabituelle que son frère Gwoden ne manqua pas de remarquer. « Qui tu es » ricana Gwoden. « Tu es Yugurten, celui à qui notre père n'a pas donné de rang, celui que notre père a conçu avec une esclave et qui aujourd'hui s'intéresse à la fille d'une simple couturière. » Le coup partit avant même que Gwoden ne le réalise. Sonné, il tomba et ne se releva qu'au bout de quelques secondes. Des gouttes de sang perlaient sur le marbre blanc. Son frère, piqué au vif, avait visé la mâchoire. La chute au sol avait fait le reste. Yugurten s'adressa à lui d'une voix froide et déterminée. « Dès que tu le peux, tu me rappelles que je suis un fils illégitime, contrairement à toi. Si je n'avais pas pitié de toi, je te ferais mordre la poussière pour les mots que tu viens de prononcer. Mais je plaisantais, bredouilla Gwoden. Tu plaisantais, dit Yugurten en relevant son frère par le col tout en approchant son visage du sien. Sois un peu moins lâche. Admets que tu me méprises, que je n'ai pas ma place à tes côtés. Pour toi, et vous tous ici, je resterai toujours le rejeton d'une esclave, ajouta-t-il en relâchant violemment son emprise. Gwoden en profita pour se relever et vit au loin son père et son oncle venir dans leur direction. Il décida de tirer profit de la situation et défia son frère de nouveau. « Rejeton d'une esclave, n'est-ce pas la réalité ?» reprit-il avec un sourire narquois. Yugurten s'avança, le poing menaçant. Gwoden recula. Au bout du couloir, Mastanabal, accompagné de son frère Missipsen, accoururent. « Yugurten, que fais-tu » interrogea Missipsen. Le prince ne prit pas la peine de se retourner pour répondre à son oncle. Il resta face à son frère, le regard menaçant. « Ne t'avise plus d'insulter mes origines une nouvelle fois, ou alors tu ne t'en relèveras pas, » avertit Yugurten. Puis, sans se retourner, il quitta le palais et se dirigea vers les écuries. Arrivé là, il sortit son cheval, enfourcha sa monture et délaissa la ville. Comme à son habitude, lorsqu'il était contrarié, il se lança dans une course folle à travers les steppes. La rage au ventre, il ravala ses sanglots et chevaucha pendant des heures à vive allure. Grisé par le sentiment de liberté que cela lui procurait, il parcourut les étendues comme s'il voulait atteindre l'horizon. Cette terre qui s'offrait devant lui, il l'aimait de tout son être, presque de manière charnelle. Des falaises côtières aux dunes du désert, des plaines infinies aux montagnes verdoyantes, des reliefs escarpés longeant les massifs volcaniques du sud, aux eaux turquoises des bords de mer au nord, il en connaissait toutes les courbes et les mystères. Ce royaume était autant le sien que celui de Gwoden ou de ses jeunes cousins. Cette terre, unifiée par son grand-père et qu'il chérissait de toute son âme, qu'en resterait-il lorsque son père ne sera plus là et que seul son oncle Missipsen sera aux commandes? Même s'il n'était pas destiné à la gouverner un jour, Yugurten s'était toujours promis de la protéger, coûte que coûte, au prix de sa vie, s'il le fallait. J'espère que vous avez apprécié ce premier chapitre des Royaumes oubliés. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le second chapitre. En attendant, si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver le livre intégral en version papier ou numérique sur Amazon. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne,
participer à son développement, vous pouvez cliquer sur souscrire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.